Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Fabien Hall est né à Strasbourg. Ça nous fait déjà un point commun. Il y a fait également ses études. C'est à l'univers du sport que Fabien a consacré sa vie. Il est enseignant depuis 37 ans dans le domaine de la sociologie du sport et plus précisément sur les questions de dopage. À 6 ans, Fabien ne se souvient pas d'avoir eu de figure identificatoire, mais il reconnaît tout de même avoir pu trouver une certaine inspiration auprès de personnages comme Fanfan la Tulipe, Robin des Bois, ou encore les petits garçons de Flipper le Dauphin. Aujourd'hui, il vit et travaille en Suisse, à Lausanne. C'est assez difficile de résumer son parcours professionnel, tant il est atypique. Que dire ou penser de la sociologie du sport? Et pourtant, Fabien considère être arrivé à l'endroit idéal. Lausanne, en effet, est la capitale de l'olympisme. C'est à l'université de Lausanne que Fabien est professeur. Il a été directeur de l'Institut des sciences du sport et doyen de la faculté des sciences sociales et politiques. Il a notamment collaboré auprès de fédérations internationales, du CIO ou encore de l'Agence mondiale antidopage. Fabien Hall, bonjour. Bonjour Christophe. À quelle heure vous êtes-vous réveillé ce matin et qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner? Alors je me suis réveillé à 5h30 et j'ai commencé par un café et ensuite je me suis mis à mon ordinateur. J'étais en train de rédiger un texte pour une revue. Puis j'ai pris un petit déjeuner avec quelques fruits, des céréales et puis encore un deuxième café. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Fabien? Alors une enfance très heureuse, je dirais, faite de parents qui me laissaient énormément d'autonomie, beaucoup de confiance. Alors j'aurais pu dériver. Je fais des bêtises, évidemment, en étant autonome, notamment adolescent, on a tendance à tester les limites, à expérimenter différentes identités. Mais malgré ces risques pris, la confiance m'a beaucoup aidé dans la suite, pour faire face à des épreuves, pour me remettre en question, pour avancer dans ce que je faisais, notamment en termes de recherche. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Meilleur souvenir. Alors élève ou à l'université, ça dépend. En tant qu'élève au collège, j'aimais bien les cours de maths et de français, notamment avec une enseignante, une prof de français que j'ai revue en plus plus tardivement, Madame Michard, que j'adorais, mais qui m'aimait bien aussi. Donc on avait de bons moments. Disons, j'avais une facilité à m'exprimer, à écrire des textes. Mon orthographe, ma grammaire à l'époque était un peu chancelante ou douteuse, mais disons il y a une part d'imaginaire. Et ensuite c'était un enseignant de mathématiques. Je faisais une section mathématiques au lycée à l'époque. J'avais une dizaine d'heures de maths par semaine. Et les mathématiques me fascinaient. J'adorais les mathématiques parce que ça avait un côté rassurant de faire juste ou faux, de mettre en équation, de faire des hypothèses, et lui était passionnant aussi. Voilà, j'ai oublié son nom, mais bon, ça me reviendra peut-être. Vous avez été quel genre d'adolescent?
Adolescent plutôt indépendant, un peu rebelle. J'aimais la nature, je faisais beaucoup de kayak, donc pour moi l'univers des rivières, des gorges, des montagnes aussi, parce que je faisais du ski de fond, du ski alpin. C'était ce qui me mobilisait. Et puis il y avait une influence aussi de pas de parents, mais d'oncles et tantes qui étaient très marqués par mai 68. Et donc il y a une influence ici on va dire de contre-culture musicale, littéraire, et donc de critique aussi à l'égard des institutions, des organisations, du sport notamment. Et donc il y avait ce côté aussi rebelle, critique, avec un engagement politique, alors qui a pas été traduit par un engagement dans un parti politique, sauf très éphémère, mais une envie d'apporter, disons, un regard de déconstruction, de distance par rapport à la politique, par rapport à, disons, aux dominations, par rapport aux dictatures, et ce qui explique en partie d'ailleurs mon intérêt pour la sociologie. J'ai toujours entendu parler de dopage depuis ma plus tendre enfance, mais c'est sans doute parce que je suis âgé maintenant. Quand s'est-on penché pour la première fois officiellement sur cette question en France et en Europe ? Alors, en fait, disons, le dopage ou l'amélioration des performances par des produits, c'est très ancien, en fait. C'est, disons, utilisé à la fin du 19e siècle, au début du 20e, sans que ça pose de problème. C'est-à-dire que c'est la prise de produits pour améliorer les performances, ça vient du dopage des chevaux, ça vient des sciences aussi, c'est dans le cadre des sciences, donc ça ne choque absolument pas, ça choque personne, jusque, on va dire, après-guerre. Il y a quelques réactions, je pense que la première réaction, c'est la Fédération internationale d'athlétisme, mais c'est dans les années 20, je crois que c'est 1928. Et ensuite, il faut savoir que tous les produits, les amphétamines, sont utilisés par les soldats pendant les guerres. Et donc, ce n'est qu'après-guerre, dans un contexte de guerre froide, dans un contexte où la prise de produits dopants est associée au professionnalisme, qu'on commence à réagir. Donc, c'est plutôt au nom de l'amateurisme qu'on commence à être gêné par cette prise de produits. Et ensuite, effectivement, les prises de produits continuent à se diffuser. Il y a une industrie qui diffuse de la testostérone en particulier. Et donc, on a, disons, des utilisations des blocs de l'Ouest et de l'Est du dopage pour réussir à montrer la grandeur d'un système politique ou la grandeur d'une nation. Bref, etc. Alors ce dopage ne vise-t-il que l'amélioration des performances sportives ou y a-t-il d'autres buts ? Alors ça dépend à quel niveau. Pour les gens, c'est souvent l'amélioration de la performance sportive, mais pour un certain nombre de sportifs, et on le voit, de sportifs qui sont pas forcément des sportifs d'élite, c'est aussi dans quand même le très haut niveau, hein, mais sans que ce soit les meilleurs, c'est aussi pour faire face à la charge de travail. Il y a des sportifs qui sont épuisés, il y a des sportifs aussi qui veulent prolonger leur carrière. En fin de carrière notamment, il y a beaucoup de dopage parce que les gens n'ont pas d'alternative, ils sont précaires, ils savent pas quoi faire et donc ils vont prendre des produits pour prolonger de quelques années leur carrière. Ou alors c'est parfois pour entrer dans la carrière parce que on n'a pas tout à fait le niveau et on pense que on pourrait entrer dans une carrière de professionnel. Donc à ce moment-là, on prend des produits. Et puis il y a aussi des prises de produits comme Armstrong ou des gens comme ça pour écraser les autres, être le meilleur. Donc il y a différents types d'usages des produits, différents types d'usages du dopage qui sont liés à des contextes, des situations différentes. Et parfois il y a beaucoup de cas de dopage par inadvertance, c'est-à-dire que les règles de l'antidopage sont assez compliquées. Et donc, il y a souvent des cas de dopage par contamination, donc des gens qui vont prendre des compléments alimentaires et qui vont être contaminés par ces compléments.
C'est le syndrome de à l'insu de mon plein gré, c'est ça? Alors, à l'insu de mon plein gré, c'était Richard Virenque en 98, en 98, pardon. Lui, c'est un peu un cas différent. C'est-à-dire que dans les années 90, le dopage fait partie de la culture cycliste. C'est-à-dire que c'est très rare, même si ça existe, hein, d'avoir des cyclistes qui ne prennent pas de produits. Et c'est une culture partagée au sein de l'équipe. Les jeunes, quand ils arrivent dans des équipes professionnelles, une part de l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage de la prise de produits. Donc, comment on s'entraîne et comment on va prendre des produits. Et donc, c'est partagé au sein de l'équipe, avec les médecins, avec les entraîneurs, etc. Donc, quand Richard Virenque est pris pour dopage, c'est un monde qui s'effondre. C'est-à-dire que au sein de la culture cycliste, c'est à peu près la norme. Et donc, quand on le traite de délinquant d'un point de vue d'une norme externe, puisque c'est un juge, puisque c'est une instruction liée à des saisies des douanes qui soudain montre que ça se rapproche d'une forme de délinquance, de trafic de stupéfiants et que c'est pas acceptable. Lui, son monde s'effondre. Donc, il explique qu'il a suivi la norme, qu'il a fait comme les autres. Et donc, c'est à l'insu de son plein gré parce que il n'y a pas vraiment de décision. C'est pas une envie de tricher en fait. C'est on s'adapte à la pratique et à la culture du cyclisme des années 90. Alors comment expliquer que ce fléau du dopage touche à ce point le monde du sport alors qu'on associe systématiquement le sport aux valeurs de tolérance, de respect, d'honnêteté, d'honneur ou de courage? Alors, bon, ça touche pas que le sport, hein. C'est-à-dire que dans les milieux de la danse, dans les milieux du spectacle, de la chanson, dans les milieux professionnels, il y a plein de gens qui prennent des produits et personne n'y trouve à redire. Mais c'est dans le sport que les normes sont les plus claires et sont rigides, fixées. Dans la mesure où il y a une compétition, dans la mesure où on essaye de comparer et qu'on a des façons de comparer qui sont très précises, évidemment, le dopage va changer les classements et la valeur des personnes. Et donc, ce dopage est caractéristique, disons, de ce qu'on pourrait penser être malhonnête dans le domaine du sport. Alors effectivement, puisque dans le domaine du sport, comme il y a des classements, comme il y a des comparaisons et que les différences de valeur font vite des différences symboliques et économiques, c'est vrai que c'est une fraude, c'est une triche et qu'on prend soit des victoires, soit de l'argent, soit des symboles aux autres, de la grandeur, on va dire. Et donc, on pourrait dire, tiens, mais ça va à l'encontre du sport. Alors, oui, ça va à l'encontre des valeurs affirmées du sport, mais en même temps, le sport est tellement attentif aux victoires, il y a tellement d'engagement, il y a tellement de poids mis sur la victoire que le milieu lui-même génère cette déviance. C'est-à-dire que ça peut être des parents, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des médecins, ça peut être des managers qui font une telle pression que finalement l'athlète s'adapte à la demande du milieu, à la demande des victoires, et il se construit, il existe à travers cette victoire, et donc il a tendance aussi à transgresser un certain nombre de normes, parce que parfois le milieu, l'entourage en tout cas, va inciter à cette transgression, alors indirectement, parfois directement, d'autres fois indirectement. On vient d'apprendre qu'une nouvelle fois la Russie est interdite de compétition internationale pendant 2 ans. N'y a-t-il pas une hypocrisie à laisser les athlètes russes participer aux compétitions sous bannière neutre ? Alors peut-être en partie, mais c'est quand même assez compliqué parce que là on est en train de sanctionner des athlètes qui ont des carrières actuellement par rapport à des faits qui remontent à il y a une dizaine d'années, voire davantage.
disons entre 2010 et 2014, puisque Sochi c'est 2014, et puis à Londres il y avait aussi ce système de dopage qui commençait à se mettre en place. Donc on comprend qu'il faille punir, sanctionner la Russie pour ce qui a été fait. Maintenant, est-ce que on doit sanctionner les nouveaux athlètes? Est-ce qu'on doit sanctionner des gens qui s'entraînent dans des pays où ils subissent exactement les mêmes contrôles que d'autres, hein? On a des athlètes russes qui s'entraînent aux États-Unis, en Europe, et qui sont soumis exactement aux mêmes réglementations que d'autres athlètes. Donc, c'est une question de justice. Faut-il sanctionner un pays et plusieurs années au nom d'une justice collective parce que ce pays, disons avant 2014 en tout cas, a fauté, a triché et probablement a continué en partie, mais enfin c'est pas une exclusivité de la Russie non plus, a fauté. Donc c'est une espèce de dilemme. Jusqu'où vont les sanctions? C'est juste d'exclure, c'est juste d'avoir une sanction symbolique sur le pays. Est-ce que les athlètes, les jeunes athlètes doivent être sanctionnés pour autant et combien de temps? C'est difficile à dire, mais cela dit, disons, l'ampleur du dopage organisé par la Russie sous la direction de Grigori Rodchenkov était inédite, hein, dans la sophistication avec le soutien des services secrets russes. Donc ça méritait des sanctions. Ça fait quand même des années qu'il y a des sanctions. Alors certains seront insatisfaits parce que on voudrait exclure toute la délégation et plus longtemps. D'autres sont insatisfaits parce que on a encore des sanctions du côté des pays de l'Est en particulier. Donc je pense que c'est une espèce de compromis. Personne n'est vraiment très content de cette décision, mais bon, c'est le propre des compromis probablement. J'ai entendu parler pendant le dernier Tour de France de la réapparition de l'écart en poudre, qui renforcerait les muscles sollicités par l'endurance tout en favorisant la combustion des graisses et la résistance. Est-ce que l'utilisation de ce produit est une tendance qu'on retrouve dans d'autres sports actuellement? Alors, c'est difficile à documenter. L'écart, bon, c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même quelques années qu'on a identifié l'usage de l'écart. Donc probablement il y a des gens qui continuent à utiliser l'écart comme de l'EPO. Est-ce que c'est très répandu dans le cyclisme? On sait pas vraiment en fait. On n'a pas d'études qui donnent des indications très très précises. On soupçonne. En même temps, les échantillons sont gardés encore une dizaine d'années avec les progrès du testing, les progrès des appareillages qu'on utilise. C'est pas exclu qu'on puisse détecter davantage ce type de produit dans les prochaines années. Donc c'est aussi risqué. Moi je dirais dans le cyclisme, même s'il y a eu beaucoup de polémiques cette année, c'est une culture qui a significativement changé. Et il y a un décalage entre la perception du cyclisme comme le lieu où tout le monde se dope, ou le sport où tout le monde se dope, et une réalité où quand même des équipes ont fait vraiment des efforts, et des équipes qui n'organisent plus elles-mêmes le dopage comme elles le faisaient dans les années 90. Des équipes qui se mobilisent plus ou moins fortement, mais certaines se mobilisent vraiment pour lutter contre le dopage. Donc je dirais actuellement c'est des dopages plus individuels, avec probablement de l'EPO, des anabolisants, des hormones de croissance, de l'écart ou d'autres produits, mais qui sont plus sur des bases individualisées, avec des gens qui prennent individuellement des risques. Mais voilà, on va découvrir. C'est toujours a posteriori qu'on se rend compte, qu'on découvre la circulation des produits, la diffusion des produits. Justement, à combien évaluez-vous la quantité de nouveaux produits dopants déjà utilisés et qui sont encore pour l'instant inconnus? Alors, ça, c'est une question très difficile. C'est que des nouveaux produits, de nouveaux stupéfiants, suivant les pays, suivant les lieux, c'est de 30 à une centaine de produits qu'on analyse, qu'on observe. Alors, c'est dans le domaine globalement des stupéfiants, hein. Et là-dedans, une partie va pouvoir être utilisée pour le dopage et des gens vont essayer. Donc c'est une quantité très importante, mais il y en a peu qui restent finalement.
Donc sur ces dizaines de produits, il y en a peu qui restent, qui sont utilisés. Et finalement, actuellement, dans les affaires de dopage, on voit que ce sont des produits relativement classiques, hein, qui sont surtout des hormones de croissance, des stéroïdes, des produits pour des stimulants globalement, des diurétiques. Et puis tout ce qui est lié à l'oxygène, la fixation d'oxygène comme le PO. Donc on a cet ensemble de produits qui restent à peu près les mêmes actuellement, mais c'est pas du tout exclu qu'il y ait d'autres techniques qui interviennent, quoi. Après il y a d'autres techniques de transfusion sanguine bien sûr, mais pour l'instant, on n'a pas de révolution, donc on n'en identifie pas. Mais l'Agence mondiale antidopage, les agences nationales, des laboratoires spécialisés en sciences criminelles scrutent ça, observent sur Internet aussi, même les recherches, hein, par mots-clés, etc. Et on essaye d'identifier les tendances, mais on ne voit pas clairement de nouveaux produits émerger comme produits miracles, comme on a eu l'ère de l'EPO ou l'ère des amphétamines ou l'ère de la testostérone, par exemple, à d'autres moments. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Alors, quand est-ce que j'ai ri aux larmes la dernière fois ? Mais je ne sais plus quand j'ai ri aux larmes la dernière fois. Je pense que c'était avec mes enfants, mais je ne sais plus la raison. Je pense quand ils se moquaient de moi, ça m'a fait rire. Je crois que c'est ce dernier souvenir, mais je ne me souvenais plus pourquoi ils se moquaient de moi. Mais j'aime bien, ça m'amuse souvent. Voilà. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Le moment que j'aime bien, moi je suis assez lève-tôt, hein. Comme j'ai dit ce matin, j'étais réveillé à 5h30. Ce que j'aime bien le matin, c'est prendre un café. Je suis seul le matin. Alors soit je vais travailler, soit je lis le journal. Et donc j'ai ce moment où je suis seul, au moins jusqu'à 7h, 7h30. Alors soit je lis le journal, soit je travaille tranquillement à mon ordinateur sans que personne ne me dérange. Et ça, c'est un moment pour moi. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est un moment pour moi. Et c'est un moment agréable où je peux me concentrer sur des choses que j'aime faire. Lire ou écrire, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc c'est assez propice à ça. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Je dirais la coopération, l'empathie, l'attention aux autres. Alors c'est assez général, mais je trouve on est dans un monde plus individualiste, à la fois plus de compétition, plus de comparaison, mais on a aussi des tendances contradictoires. Et je pense d'attention, d'empathie, de savoir se décaler par rapport à ce qu'on pense soi-même, d'essayer de comprendre d'autres logiques, d'essayer de saisir d'autres façons de penser le monde et les choses. Alors évidemment, parfois c'est dérangeant et on partage pas forcément les manières différentes de penser, mais je trouve que c'est pour vivre ensemble, il faut savoir être empathique et savoir accepter un peu de différence, une certaine différence. Évidemment, il y a des choses qui même si on peut avoir de l'empathie, même si on peut comprendre la genèse, je sais pas moi, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie ou des choses comme ça, si on peut expliquer, comprendre, etc., c'est absolument pas pour le justifier. C'est de se dire, tiens, comment ça se fait que quelqu'un se retrouve dans cette situation, se retrouve à être, je sais pas moi, terroriste ou raciste. Qu'est-ce qui a fait que cette personne, dans son itinéraire, dans sa trajectoire, puisse être à la dérive comme ça, puisque pour moi c'est clairement des dérives, mais c'est intéressant à comprendre sans évidemment le justifier. Bon, il y avait des vieux débats, notamment au niveau politique,
qui était critiqué par rapport à ça, indiquant que les sociologues, je veux dire, que la sociologie, par la compréhension, tolérait ce type d'attitude. Ça a rien à voir. C'est-à-dire la compréhension permet justement de lutter contre ces tendances, voilà, que je trouve assez insupportables. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner ? Attention, je dirais attention à l'autre. Empathie, ça va bien avec l'empathie, parce que enseigner, c'est se mettre à la place des personnes qui apprennent dans un processus d'interaction. Donc, c'est être capable à chaque fois de se décaler, de savoir qu'est-ce qui fait que une personne va apprendre différemment d'une autre. Comment saisir sa logique dans l'apprentissage ? Comment prendre en compte ses valeurs, ses connaissances, ses stratégies, ses résistances aussi, pour faire évoluer, parce qu'apprendre, c'est faire changer, c'est faire transformer les manières de penser, les manières de faire aussi. Et donc, c'est une interaction assez subtile pour pouvoir infléchir ces manières de faire. Donc, je crois que c'est sans attention à l'autre, sans empathie, sans capacité d'écoute, sans capacité de se décaler, de regarder autrement, c'est difficile à faire comme processus, je pense. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Qu'est-ce qui me rend fier ? Je ne sais pas tellement ce qui me rend fier. La capacité qui m'aide probablement, c'est de pas être trop normatif, de pas être dans le jugement, ou peut être dans le jugement. Bah, j'y suis forcément, on y est forcément à différents moments, mais on peut interagir avec des gens qui ont des valeurs assez différentes, et donc être un peu distant par rapport aux normes, ça aide à relativiser aussi ses propres valeurs, et puis à s'intéresser à des valeurs qui sont pas forcément celles qu'on défend. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Oula, c'est une colle, ça. Avec qui, dans la peau de qui je pourrais me mettre ? Je sais pas. J'ai peu d'identification comme ça. Il n'y a pas de choses qui me font vraiment envie. Dans la peau, peut-être, d'une situation de pouvoir dans des négociations internationales, je sais pas. Alors pas dans la peau de Trump, mais une journée dans la peau d'Obama, d'avoir une journée comme ça m'aurait intéressé. Bon, de mettre à la place, de comprendre. Bon, alors ou comme ça, ou dans la situation, dans la peau, mais c'est difficile parce que je suis pas du tout dans cette situation, mais d'être quelqu'un de démuni, disons, de réfugié, je sais pas, dans un camp à Calais, ou dans la peau d'un SDF, pour comprendre ce que ça fait. Je pense que les deux m'intéresseraient, en fait. Ces deux extrêmes, à la fois dans les positions de pouvoir et à la fois dans les positions de peu de pouvoir, de peu d'emprise sur la vie, de situations où on subit plutôt la vie qu'on ne l'agit, qu'on la conduit, puisque bon, il y a toujours une part de pouvoir, il y a toujours une part d'autonomie, mais quand même il y a une forte domination et des contraintes extrêmement importantes quand on est dans une situation très précaire. Ouais. Donc les deux me plairaient, en fait, d'expérimenter. Mais c'est artificiel parce qu'on sait qu'on expérimente. Donc on n'a pas le même rapport à la situation. Mais c'est intéressant pour comprendre quand même.
Comment définissez-vous le succès ? Je dirais que c'est quelque chose de très relatif. Le succès, il est toujours lié aux ambitions qu'on peut avoir. Bien sûr, il y a un succès. On pourrait se dire, tiens, le succès, c'est une reconnaissance qui est assez large, c'est-à-dire qui est pas juste dans un espace donné. Le succès, c'est quand il y a une reconnaissance à la fois économique, symbolique, politique, etc. Donc ça c'est un succès très large. Mais je dirais qu'il y a des succès du quotidien. Je serais plus attentif au succès plus insignifiant. On parlait d'apprentissage, c'est-à-dire quand j'ai des étudiants qui apprennent, qui progressent, pour moi c'est un petit succès qui me fait plaisir, vraiment. De voir les gens évoluer, de voir les gens changer, de voir les gens réfléchir. Donc c'est quelque chose de modeste, qui pourrait être modeste, et qui est l'accumulation de petites choses. Et je pense que c'est au moins aussi important que les succès très visibles. Bien sûr, il y en a qui sont importants, qui sont très visibles, mais souvent aussi qui sont mis en scène, qui sont je pense à des succès politiques, qui sont des promesses souvent décevantes. À chaque fois qu'on a des élections, on a des promesses, et puis à chaque fois, il y a quelques temps après, on a des déceptions. Alors que les succès de la vie quotidienne, les petits infléchissements, les apprentissages, les entraides, les réussites dans les politiques locales, je trouve que c'est des succès qui ont plus de poids finalement cumulé, et qui change davantage notre vie, notre quotidien, notre société, que des grands programmes qui vont rarement au-delà de l'effet d'affichage. J'ai ce sentiment en tout cas. Prof, etc. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Alors ce que je me souhaite, c'est plus de temps libre, des moments comme j'aime. C'est-à-dire, il y a des moments que j'aime, j'en ai pas parlé, mais les moments que j'aime, c'est aussi être en montagne. Je fais du ski de fond, de la randonnée, et puis d'avoir ces moments de pause, de contemplation, de repos. Et j'aime ces moments où je suis assez isolé en montagne. Voilà. Donc je m'en souhaite un peu plus de ces moments-là, que ce soit dans la neige ou en été. Et puis je me souhaite aussi des moments conviviaux. On a ce moment Covid, et je souhaite, mais là c'est très collectif, mais je souhaite qu'on puisse dans quelques mois retrouver des moments sans qu'il y ait ce souci de la pandémie, ce souci de la contamination, et que les liens soient des liens plutôt de confiance, parce que je ressens aujourd'hui, ce qui est compréhensible, mais dans les relations sociales, il y a les masques, il y a les distances, et donc on a cette perte de confiance dans l'interaction avec l'autre, et cette perte de confiance dans l'espace public. Et j'ai juste envie d'avoir ces moments insignifiants où on peut faire confiance, ne plus craindre l'épidémie, fêter, boire, s'embrasser, être proche, se toucher. Et je pense que ça me fera plaisir, et j'espère le vivre en 2021. Merci Fabien d'avoir accepté de participer à Prof, etc. Merci Christophe de m'avoir invité. Ce fut un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez m'offrir 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.